Bonjour Marie-Christine aussi. Il fait vraiment beau aujourd'hui. Bonjour Suzy. Alors c'est super. Aujourd'hui, c'est un sujet qui me passionne tellement profondément. J'espère qu'aujourd'hui, vous pouvez profiter. Bonjour Marie-Jo. Vous profitez aujourd'hui. Bonjour Louise aussi. C'est parfait. Alors aujourd'hui, on parle vraiment d'un sujet qui me passionne beaucoup. Vraiment, c'est les plantes, évidemment. Tout le monde le sait, là, que les plantes médicinales, ça me passionne, mais peut-être encore plus maintenant. Avec ce qui se passe aujourd'hui, avec le COVID, la crise, le confinement, notre accès réduit, il faut réfléchir un petit peu plus en détail pour se nourrir. Faut prendre le temps de choisir ce qu'on va acheter, le temps où on va se déplacer, ce qui semblait absolument hors de... Salut Julie! Qui semblait absolument hors de notre réalité, hein, parce que quand on avait faim, on avait besoin d'aller à l'épicerie, c'était tout. Là, c'est comme un peu différent. Je ne sais pas si vous êtes avec moi là-dessus. Quand je regarde le céleri qui commence à être un petit peu moins joyeux là, dans le frigo, normalement, j'aurais attendu plus longtemps, puis je l'aurais probablement mis au compost, mais là, c'est comme plus la même chose. Notre relation avec le frigo est en train de changer tranquillement, puis peut-être même notre relation avec la perception que on a accès aux fruits, aux légumes, aux plantes, comme on veut. Et ce qui se passe en ce moment, je pense que c'est un bon call. Il y a quelque chose qui est beau de ça, c'est que ça va nous ramener à nous mettre probablement les mains dans la terre, à choisir nos plantes. Bonjour Ném aussi, bonjour Claudie. Bonjour José, à nous mettre les mains dans la terre et à rechoisir ce que l'on met dans nos tisanes, à rechoisir ce que l'on met dans nos recettes, dans nos potages, parce que c'est beaucoup plus facile qu'on pense. C'est beaucoup plus facile qu'on pense de jardiner. Et ça pouvait être perçu comme un hobby ou quelque chose qu'on aime, mais là, peut-être que ça prend une version différente. Et moi, aujourd'hui, ce que j'ai envie de vous parler, c'est de l'importance. Surtout, là, on est en avril, c'est le temps des semences, c'est le temps de choisir les semences. Et c'est important de comprendre les enjeux qui sont autour de ça parce que chaque graine de plante qu'on plante dans la terre, elle a un impact sur une biodiversité, sur les pollinisateurs, sur une économie locale ou pas. Dans mon livre, j'en ai parlé, dans le livre Nature Ayurveda, j'en ai parlé de l'importance de choisir une qualité de semence. Parce que dans les dernières années, il y a un lobby qui s'exerce aussi de compagnies qui brevettent la vie à travers les semences. Donc, notre choix de consommateur, bonjour Francine, Marie-Jo aussi, bienvenue aussi aujourd'hui notre midi relaxation, être ensemble, je suis contente que vous soyez là. C'est ça, donc on ramène à choisir, on pensait acheter un sac de semences sans avoir d'impact, mais c'est pas vrai. Aujourd'hui, en 2020, il y a 10 compagnies qui gèrent mondialement, en général, le choix des semences qu'on plante dans nos terres, que ce soit pour l'agriculture, au niveau des plantes et tout ça. Donc, il y a vraiment un lobby qui existe. Et nous, petits consommateurs, c'est quoi notre force là-dedans? Mais c'est de se rallier avec des semenciers qui protègent la biodiversité. Hein? Quand on va à l'épicerie et qu'on voit les carottes, il y a un sac de sortes de carottes. Des fois, il y en a deux. Puis des fois, pendant l'été, on est chanceux, on va voir qu'il va y en avoir des mauves parce qu'il y a à quelque part, un agriculteur qui a décidé de dire « Hey, moi, ça me tente de faire une variété différente de carottes. » Il y a beaucoup plus qu'une sorte de carotte. Il y a beaucoup plus qu'une sorte de betterave. Je sais qu'on le sait. Mais quand on réalise à quel point il y a des variétés incroyables, mais ça ne se propagera pas nécessairement dans les grandes chaînes. Dans les grandes chaînes au niveau de l'approvisionnement alimentaire. Donc, nos choix de semences sont importants on a beaucoup plus d'impact qu'on pense. Moi, quand je suis arrivée ici, autour de la maison, il y avait une pinède. Une pinède, c'est des pins, donc c'est une plantation de pins qui avait été mise ici par l'ancien propriétaire. Bonjour Mireille, Annie aussi, l'autre Annie. Donc, la pinède avait été installée sur la terre, puis les pins, c'est extrêmement acide. Si on est capable de faire des pinèdes, c'est parce que les aiguilles de pin vont venir acidifier le sol et enlèvent toute forme de vie en dessous. Hein? C'est vraiment ça. Donc, ça le fait
littéralement mourir la terre autour de la maison qui, avant ce propriétaire-là, c'était des fraises, il y avait des patates, c'était une ferme familiale, donc il y avait une qualité de sol qui était présente. D'accord? Quand la pinède est arrivée, donc une pinède de 30 ans, on en voit encore des pins en arrière là, qui sont encore là, c'est les pins qui contournent la terre seulement. Bien, quand je les ai enlevés parce qu'ils tombaient, on a réalisé que le sol était mort, était en train de mourir. Et les vers de terre qui étaient là, c'était des mini vers de terre qui étaient anorexiques. Et je ne réalisais pas c'était quoi un ver de terre anorexique tant que je ne me suis pas intéressée à la permaculture et à recréer une biodiversité. Une biodiversité qui était là bien avant nous, bien avant la bonne idée, qui n'était pas une bonne idée du tout, on va se le dire, là, de planter une pinède autour de la maison sur une des terres les plus fertiles sur la terre ici. Donc, bonjour Sylvie, bonjour Christine aussi. Donc, ceci pour dire, pour amener vers le choix des semences et la qualité du sol. Donc, la pinède fait mourir le sol était acide, le ver de terre anorexique, on pouvait le prendre puis le défaire en deux. Le ver de terre était tellement petit qu'il n'y avait plus de substance. Puis pourquoi il était si petit? C'est parce qu'il n'y avait plus de nourriture. Donc, la terre dans laquelle on plante nos graines, la qualité des semences que l'on met dans la terre, ça semble un geste anodin, mais c'est extrêmement important. Et on est chanceux parce qu'au Québec, il y a beaucoup de belles entreprises qui se déploient, qui ouvrent. Je vais vous en parler aujourd'hui. On a préparé quelque chose aussi à vous offrir à la fin du live. Donc, ceux qui ont envie de rester pour aller chercher les ressources jusqu'à la fin parce qu'on a vraiment mis ensemble des belles ressources québécoises pour aller choisir nos semences. Donc, quand on choisit les semences, c'est comme si on vient voter réellement. Parce que ce qui est en train d'arriver avec les 10 compagnies que je vous parle, c'est qu'il y a un contrôle, il y a un forçage génétique, il y a un monopole qui est en train de s'exercer pour breveter la vie, entre autres. Il y a des compagnies qui veulent s'approprier la vie des plantes et des semences. Et ça se joue quand même, puis ça se passe en catimini. Il n'y a personne qui est au courant de ça. Évidemment, ce n'est pas aux premières pages du journal qui est ouvert à tous les matins par des millions de personnes. Ça ne l'intéressait pas vraiment les gens de savoir notre nourriture provient d'où, qui est le producteur. Et probablement que la crise du COVID va nous aider à ramener encore plus profondément la compréhension que notre bouffe qui se retrouve dans nos assiettes doit être faite majoritairement de plantes et de plantes de qualité. Ça rejoint vraiment l'Ayurveda, hein? C'est pas juste... ça rejoint l'Ayurveda parce que c'est vraiment un lien à faire extraordinaire. Plus la plante qu'on a dans l'assiette est de qualité, plus la semence est de qualité, plus la semence n'a pas été aspergée de pesticides, parce que quand on achète des semences de ces grandes compagnies-là, qui se retrouvent dans les magasins à grande surface. Je n'aimerais pas personne, mais vous pouvez vous imaginer. Tu sais, vous poussez votre panier, il y a des ballons, il y a plein de choses, là, autant dans l'épicerie que dans la quincaillerie, qu'il y a des... Hein, il y a vraiment de tout. Donc, on s'entend, là, des grands magasins comme ça. On a un petit rack de semences, puis ça vient pas du Québec et ça vient un petit peu n'importe où. Et là, on ramasse 2-3 sachets de semences en pensant qu'on va commencer à mettre des carottes dans notre jardin. C'est là qu'il ne faut pas aller. Où il faut aller, c'est dans des semences de qualité où il y a des gens qui, à l'automne, quand il fait froid, puis que les gens commencent à rentrer les maisons, puis qu'on rentre nos trucs dans le garage, puis qu'on ferme, puis on ferme pour l'hiver, il y a des semenciers tellement passionnés qui viennent s'installer puis qui ramassent les petites graines de basilic, de camomille, de plein de sortes de bourraches, de graines. C'est long, là, ça prend une patience d'ange, là, vraiment, pour être capable de garder. Puis il y a une sélection qui se fait. Donc, quand on est semencier, on va s'arrêter à la qualité de la plante, la qualité du fruit. On va choisir nos vedettes de l'été, ceux qui ont produit le plus, et on va venir extraire, on va venir ramasser, donc pour garder celles qui sont les plus en santé, pour pouvoir perpétrer dans le temps une qualité de semence. Au Québec, comme je disais, on est vraiment chanceux parce qu'on a vraiment beaucoup de gens qui sont passionnés de ça. Il y en a plusieurs qui existent. Je vous présente 3 entreprises aujourd'hui. J'ai aussi une liste, c'est pas une liste exhaustive. Je suis pas ici en disant j'ai toute la liste de tous les semenciers du Québec, mais on a vraiment créé une belle liste. Puis, vous pouvez aussi aller chercher en googlant là, pour aller voir qu'est-ce qui est près de chez vous. Parce que quand on parle de semences, on parle de semences de qualité. On parle de semences éco-responsables. Là, il y a une question, est-ce que c'est mieux des semences bio ou des semences non bio? Bien, il y a 2 visions là-dedans. Hein. Les semences bio, bon, c'est clair que ça a été cultivé sans... Ben, c'est clair.
Ça encore, c'est toujours un petit bémol. Disons que la culture a été plus englobée avec des produits qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Mais pour être capable d'être certifié bio, moi je le sais, je l'ai vécu. Ceux qui sont bio, tant mieux. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas bio qu'on est nécessairement pas éco-responsable et c'est l'opposé. C'est pour ça que je vais vous parler aujourd'hui de certaines petites entreprises qui démarrent puis ont beaucoup de défis, surtout en COVID, par exemple, où ils ne peuvent pas ouvrir pour recevoir les gens. Donc, une semence éco-responsable, ça veut dire qu'on connaît le producteur ou on connaît le semencier, on comprend ses pratiques, on sait qu'il fait du compost, on sait qu'il limite dans l'utilisation des produits de synthèse et c'est vraiment ça qu'on veut aller chercher. On ne veut pas dire bio à tout prix puis tasser les autres. On veut vraiment englober et développer notre façon de percevoir comment aller chercher les semences. Parce que quand on plante la semence, si elle est enrobée de pesticides, on vient déposer du pesticide dans la terre. Et dans la majorité, il y a beaucoup de terres agricoles en ce moment. Moi, je l'ai vécu avec du Roundup, on peut le voir autour. C'est de moins en moins, mais il y en a encore. Et maintenant, ils vont enrober la semence de pesticides, ça paraît pas, il n'y a pas de tracteur, il n'y a pas de manipulation. Et la semence va être déjà pesticidée. Et quand on s'en va, on s'éloigne de ces semenciers-là, qui sont les 10 grandes compagnies que je vous parle, puis qu'on s'en vient plus dans le choix d'un ADN collectif de qualité de plante, bien, ce qu'on plante aujourd'hui, bien, ça va être pour nos enfants aussi. Puis on va retrouver une bibliothèque de sortes de légumes qui ne se vendraient probablement pas chez les épiciers parce que les gens poussent leur panier, puis quand on ne reconnaît pas quelque chose, qu'est-ce qu'on fait? On le laisse de côté. Hein? Et c'est ça qu'il faut ramener aussi, de comprendre qu'il y a des sortes de tomates, qu'il y a des sortes de betteraves. Dans mon livre, j'ai une photo où j'avais mon chien qui était couché à côté d'une betterave que j'avais plantée, donc après avoir fait la permaculture, fait des jardins, rengraissé le sol. La betterave était plus grosse que le nez de chien et c'est les meilleures betteraves au monde. Donc betteraves, légumes racines, plantes médicinales, il y a des plantes qu'on ne connaît pas et les semenciers, entre autres, la Société des plantes dans le bas du fleuve, Patrice, qui est vraiment est un petit peu crackpot de passion. C'est incroyable. On rentre là-dedans, c'est vraiment... Il y a une bibliothèque. On a l'impression de rentrer chez le prof bof, là, où il y a vraiment des tiroirs de graines partout. C'est vraiment... et ils sont passionnés de préserver une bibliothèque d'ADN de qualité de plantes et de légumes. Alors, quand on parle de semences, on parle de semences de légumes racines, on parle de semences de plantes médicinales. Puis quand je parle de plantes médicinales, puis je l'ai dit aussi dans le livre, l'herboristerie, ça n'appartient pas juste aux herboristes. C'est à nous aussi de savoir que le persil, c'est riche en vitamine C, c'est riche en fer, c'est un petit peu diurétique, ça va aider à l'élimination. Même chose pour le céleri, reminéralisant. Que la betterave est super antioxydante. Il y a vraiment... Ces feuilles peuvent se manger. Tu sais, c'est à nous réapproprier la compréhension que quand on se met quelque chose dans la bouche, que ce soit en tisane ou en légumes, bien, que ça nous serve à quelque chose. Et pour que ce soit de qualité, bien, en sachant que c'est nous qui l'ont planté, en choisissant la semence, le semencier, en voyant pousser aussi. Puis avec les enfants, c'est tellement une bonne façon de les enlever des écrans puis de le mettre les mains à la terre parce que là, on arrive, on vient mettre de la nourriture éventuellement dans notre estomac puis dans notre corps, mais on vient nourrir la terre qui nous nourrit si bien depuis des milliers d'années et qui était depuis les 100 dernières années extrêmement, depuis l'avènement, en fait, les 50 dernières années, je ne vais pas déprimer personne, mais on a vraiment tué le sol, la façon qu'on fait l'agriculture à grande échelle, on tue le sol, puis on pense que la terre va nous ramener. Ça prend des années et des années et des années avant de la nourrir et de la ramener avec 1 ou 2 millimètres de terre arable. Donc, tout ceci pour dire que la qualité des semences est importante, le choix des semenciers est super important et en ce moment, c'est le temps de choisir nos semences. Il y a des entreprises qui ont même fermé... Il y a des entreprises qui ont même fermé leur site Internet pour quelques jours parce qu'ils ne peuvent plus d'avoir des commandes. Ça, je trouve ça, c'est parfait, là. Les gens s'éveillent vers la nécessité de cultiver. Est-ce que ça prend une grande terre pour cultiver? Pas en tout. Vraiment pas. On peut partir de pots sur la galerie, dans la maison. Imaginez les balcons fleuris où les abeilles, enfin, peuvent se retrouver, qui n'ont pas juste besoin d'être dans les banlieues ou dans les campagnes, qui auraient aussi
en ville avec des pots. Donc, quand on parle de cultiver en pot, c'est d'une simplicité incroyable. On parle de fines herbes, qui sont la majorité des plantes médicinales. On parle de fleurs comestibles. Et on parle aussi de légumes racines aussi. On peut faire ça. Donc, vous pouvez quand même vraiment, avec des pots, planter des carottes, planter des patates. Et chez les enfants, moi, ce que je trouverais extraordinaire, c'est de nous ramener à l'importance, puis à voir qu'il faut prendre soin d'un jardin pour venir connecter, il faut arroser, pour finalement finir par récolter. Il y a toute une philosophie qui revient à l'entour de ça. Puis, il n'y a rien qui est plus tripant que de voir les fleurs s'épanouir ou un mandala reprendre vie après l'hiver, alors qu'on pense qu'il n'y a rien qui se passe, tout le monde dort. Non, si on enlève la neige, le teint est déjà rendu vert en dessous de la neige. Et déjà, les abeilles vont s'activer dès que la neige est partie. Alors, c'est comme si on revient à se créer une communauté, une connexion avec la nature. C'est ça, la connexion avec la nature aussi. Puis le jardinage a été démontré comme un antidépresseur majeur. Alors, dans les études, il fallait que la science aussi démontre que, mais je pense que la majorité des gens seraient d'accord avec moi. Levez la main, dites-moi des petits pouces ou des petits cœurs, c'est marcher en nature, c'est être connecté avec le soleil, avec la lune. Vous fait du bien. La lune, l'avez-vous vue hier? Avez-vous pris le temps de voir la lune? J'ai une amie qui prend des photos de lune extraordinaires, là, puis c'est fou. C'est fou à quel point elle était magnifique. Yes. Est-ce qu'il y en a? Dites-moi si vous avez eu de la difficulté à dormir. Si normalement, dans une pleine lune comme ça, si vos rythmes sont affectés. Moi, je voulais dormir dehors hier. C'est tellement beau. Il faisait un peu froid, par contre. Il faut avouer, là. Mais la lune était vraiment spéciale. C'est la première lune rose, une magnifique lune. Donc, la pleine lune était... Ouais, Monique. Bonjour, Monique. Elle était magique. Et ce matin, quand j'ai fait ma méditation... Elle est encore debout. Il y a une synergie entre le soleil, la lune, une luminosité extraordinaire. Je ne sais pas si on réalise à quel point, vu qu'on est ralenti, on profite encore plus de ces moments-là. Puis même si on s'éveille pendant la nuit, juste d'être en paix, être en calme, puis connecter avec ce qui est là. Hein? C'est toujours ça un peu. Hein? On est comme... C'est le temps là, d'en profiter pleinement. Vous savez que, là, je ne parlerai pas de ça nécessairement aujourd'hui, mais la culture des plantes se fait aussi beaucoup avec les cycles lunaires. Bonjour, Julie. Oui, on fait aussi beaucoup avec les cycles lunaires. Donc, quand la lune est en croissance, elle va venir attirer l'eau à l'intérieur des plantes, elle va attirer les huiles essentielles à travers les plantes. Et quand la lune est de l'autre côté, après la pleine lune, ça va sur l'autre côté, tranquillement, ça revient vers l'intérieur. Donc, il y a un calendrier lunaire. C'est pas des histoires de sorcières, c'est les femmes qui étaient là puis qui cultivaient aussi puis qui savaient très bien que la lune qui va attirer les marées va aussi attirer les huiles, les plantes ou la vie à l'intérieur de la plante. Donc, il y a vraiment des cycles lunaires où la Terre en dépend et où nous aussi, on est affecté par ça. Donc, des fois, ça arrive qu'on dorme moins et c'est tout à fait correct aussi. Ça fait partie de l'insomnie. Moi, dans ce temps-là, c'est « Francine, excusez-moi, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je suis contente que tu sois là. » Donc, l'insomnie, on en profite pour méditer aussi. Alors, si on ramène ça aux semences, donc, la biodynamie. Ah, je vais juste parler vite de la biodynamie. La biodynamie, c'est vraiment un moment, c'est vraiment une connexion, oui, biologique, mais encore plus que ça. Hein? C'est Rudolf Steiner qui était vraiment un pionnier de ça, qui a démontré que la lune influence, il y a des cycles et les choix de planter, par exemple, des légumes racines en même temps que la lune qui est décroissante. Ou des légumes ou plus fleurs, c'est plus dans la lune croissante. C'est vraiment, vraiment quelque chose à découvrir. Biodynamie. Ça sera un objet d'un autre live. Bref, je ramène ça au petit cahier qu'on vous a fait. Je suis vraiment contente. Petit cahier qu'on vous a fait sur le choix des semences. Donc, préserver le patrimoine génétique. C'est important.
c'est pas juste d'avoir des bons légumes et des bonnes plantes, c'est qu'on agit en communauté pour venir travailler sur le patrimoine génétique. Donc, on a choisi des semenciers. Il y en a beaucoup. Semences de quoi? Qu'est-ce qui se part bien en semis? Bien évidemment, il y a tous les légumes. Il y a les tomates, les poivrons. Nommez-en d'autres. Qu'est-ce que vous avez envie de partir en semis? Parce que c'est vraiment c'est assez simple quand même. Donc, tout ce qui est légumes. Après ça, il y a les plantes médicinales. Donc, quand on parle de plantes médicinales, basilic, le basilic, la menthe, romarin. Donc, c'est des plantes qu'on veut vraiment venir... Ouais, le basilic, honnêtement, c'est une plante médicinale qu'on veut avoir. J'en parle tout le temps. Je parle du basilic sacré, mais je parle même du basilic vert, surtout aussi. Le thym citronné. Moi, j'essaie toujours d'essayer de trouver des cultivars qui sont... Tu sais, quand on arrive avec de la menthe chocolat, je sais pas le chocolat est arrivé où dans la nature qui fait qu'on a de la menthe chocolat ou menthe ananas. On n'a pas démontré non plus l'innocuité ou je ne sais pas comment ça fonctionne à long terme sur une population, mais pour moi, en tout cas, dans mon choix de plantes, je choisis vraiment des plantes où, surtout la variété des fois officinalis. Donc, on choisit des plantes qui se retrouvent naturellement dans la nature, si vous me suivez. Donc, le thym, le basilic, il y a l'hysope. J'ai une liste ici. Hein? L'ail, évidemment. L'ail est extraordinaire. On veut vraiment avoir ça dans nos jardins. La calendule, la mélisse. Je suis en train de faire le chapitre 2. Je suis en train de faire une histoire de plantes sur la mélisse. C'est incroyable. Son histoire est incroyable. Eucalyptus. Eucalyptus, je l'ai mis dans la liste, mais ça risque d'être un petit peu plus difficile si vous ne commandez pas les plants d'avance parce que ça ne se part pas en graines. C'est plus difficile à partir en graines. Ça se part, mais c'est plus difficile. Il y a l'hysope, il y a la menthe poivrée, il y a l'ortie. L'ortie, théoriquement, ça devrait... Nancy, c'est plus difficile, pas grand succès, c'est pas grave. Quand on n'a pas un grand succès, on réessaye. Ça vaut la peine. Ça vaut vraiment la peine. L'ortie, là, c'est une plante... S'il y a une plante à avoir en vie, là, c'est vraiment celle-là. Parce que j'ai une recette de potage à l'ortie à l'intérieur de ça. Une tisane d'ortie, c'est reminéralisant. C'est reminéralisant. Ça vient aider vraiment à tonifier. Moi, je le calcule, c'est un petit peu comme l'ashwagandha dans la médecine ayurvédique. L'ortie, c'est vraiment une plante québécoise. Les gens l'aiment pas parce que normalement, elle est arrachée des jardins parce qu'elle brûle quand on se colle dessus parce qu'il y a des petits poils urticants qui ressemblent à l'acide formique, comme une fourmi rouge qui pique. Mais ce que c'est vraiment une plante qui est incroyable et nourrissante. Et dans le livre, je me rappelle pas à quelle page, j'ai une recette à l'ortie, mais je l'aurais pu faire un livre entier parce que c'est une plante qu'on veut vraiment avoir. L'ail, ouais, là, il y a plusieurs façons de faire les jardins. Moi, j'aime beaucoup quand on parle des fines herbes. L'idéal, c'est de faire la rotation de culture. Mais si on commence juste en pot, il ne faut pas prendre la même terre d'année en année. Il faut vraiment faire une rotation de culture. Pourquoi? Parce que la plante va prendre ce qu'elle a besoin pour pousser, puis une autre plante n'aura pas besoin des mêmes choses. Donc, l'idée, c'est juste de faire une rotation pour être capable de garder une terre qui est, si c'est dans les jardins, là, de garder comme une biodiversité. Donc, on parle aussi le thym. Le thym, là, c'est comme une petite branche dans un smoothie, une tisane de thym, de persil et d'ortie, c'est jouissif. C'est tellement bon. Donc, je vous ai donné une liste de plantes médicinales à avoir dans son jardin, dans ce que je vais vous donner aussi. Est-ce qu'on peut venir voir mon jardin lorsque le confinement sera levé? Il n'est pas ouvert, mes jardins ne sont pas ouverts. Pour accueillir les gens, ça prend vraiment du personnel sur place. C'est ce que je n'ai pas, ce que je n'ai plus. Mais je vais être au Spiceman quand même cet été, dès que le confinement va être levé. Et ils ont des jardins magnifiques au Spiceman. Je fais beaucoup d'ateliers là-bas. Et dans mes ateliers, quand on va faire les ateliers, on va faire la visite des jardins parce qu'ils ont des jardins incroyables aussi. Et eux, ils ont le personnel sur place pour pouvoir guider, pour pouvoir amener les gens à découvrir. En plus, c'est mes huiles qui sont là-bas, il y a la nourriture, puis ils cuisinent avec la... C'est vraiment une belle entreprise aussi. Donc, si on ramène les plantes médicinales dans le jardin, il y a une liste que je vous ai donnée. La question était, est-ce que ça va être disponible? Oui, on va mettre le lien en terminant le live aujourd'hui. Alors,
je vous parle de 3 entreprises québécoises qui sont magnifiques. Je vais parler de Patrice, c'est la Société des plantes. Il y a le Jardin d'Écoumène aussi, qui a plus que 400 fleurs comestibles, des légumes, des fines herbes. Hey, des fleurs comestibles, c'est vraiment beau dans les assiettes, puis on n'est pas habitué de voir ça. On connaît la capucine un peu. On peut prendre des pétales de calendule aussi, des fleurs de bourrache. Il y a tellement de belles fleurs qu'on peut prendre au niveau comestible. Donc, Jardin d'Écoumène. Et j'ai une petite entreprise à vous partager aussi qui s'appelle Les Jardins des Vies La Joie. Vie comme V-I-E, La Joie. C'est dans Sainte-Agathe-de-Lotbinière. C'est une nouvelle entreprise qui vient de démarrer. Ils ne sont pas connus encore. Et vu qu'ils sont perçus comme... sont pas perçus comme essentiels parce que c'est horticole. Et c'est quoi la ligne vraiment horticole? Est-ce que le thym, c'est horticole ou c'est médicinal? Est-ce que c'est la nourriture ou c'est une tisane? Mais c'est horticole. Bref, on se perd souvent dans les méandres de termes quand on arrive au MAPAC avec des gens qui pensent parfois, souvent en carré. C'est mon expérience. Vraiment, parce que je m'étais fait dire, moi, Mme Saint-Laurent, je ne sais pas ce que vous allez faire à votre entreprise, vous allez vivre d'amour et d'eau fraîche. Quand j'avais présenté mon projet d'affaires, de partir des plantes médicinales avec des huiles et tout ça. Ceci étant dit, horticole n'est pas, dans la perspective actuelle, n'est pas, pas importante, mais essentielle. Donc, cette entreprise-là débarque, puis elle ne peut pas recevoir personne. Donc, ils sont prêts, ils ont plein de belles plantes, ils sont prêts, sont hyper bons pour choisir les bonnes semences, soit qu'ils ont été récoltés à l'état sauvage ou en permaculture. C'est vraiment un couple passionné. Alors, ça s'appelle Les Jardins. Je l'ai mis dans le petit livre. Ça vaut la peine d'aller visiter. Puis juste de voir à quel point il faut dans la vie être passionné pour aller récolter des petites graines, les mettre dans les faire sécher, les mettre dans les sachets et les revendre au printemps pour qu'on puisse permettre une biodiversité. Donc, si on résume, Québécois, dans la liste aussi, je vous ai envoyé, il y en a d'autres. Il y en a d'autres aussi, comme je vous disais, allez voir sur Internet. Mais il y a vraiment... il y a un travail collectif à faire et je suis contente qu'on en soit là aujourd'hui. C'est quelque chose qui me passionne depuis 10 ans, qui passionne ces semenciers-là aussi depuis plusieurs années, mais là, enfin, ils ont l'attention qu'ils méritent parce que c'est vraiment des passionnés. Donc, on choisit semences bio ou semences éco-responsables où on perçoit et on comprend leur passion pour choisir les semenciers. Je vous ai aussi inclus... Parce que j'ai fait beaucoup de recherches pour le 2e livre, entre autres, mais il y a des enjeux mondiaux qui se passent au niveau du forçage génétique, au niveau de la préservation, de la biodiversité planétaire. Il y a des groupes qui s'occupent de ça entre les différents pays. Il y a aussi une protection des gens, on appelle ça ici c'est plus des agriculteurs, mais c'est un réseau paysan, donc des gens qui cultivent la terre en préservant les semences et qui travaillent la terre. Ils nourrissent 70% de la population, puis on ne sait même pas qu'ils existent. Alors, dans mon petit livre que je vais vous donner, mon petit truc, je vous ai mis un groupe à découvrir qui s'appelle... en français, là, je le donne en anglais, c'est ETC. Donc, c'est un regroupement qui est dédié à la protection de la biodiversité et aussi aux inégalités sociales parce que les paysans, souvent, ils produisent, mais ils demeurent en dessous du seuil de la pauvreté et ils ne sont pas capables d'être supportés. C'est vraiment un enjeu mondial, hein? C'est pas juste au Québec. Et nous, on peut faire une grande différence. Premièrement, c'est intéressant à ça. Puis deuxièmement, en choisissant des semenciers et des plantes que vous savez qui vont avoir été pris soin et qui font partie de l'élite du jardin de l'année d'avant. Donc, mon équipe a préparé ça. À la fin du live, je vais vous donner la référence. Vous avez juste à cliquer puis à venir le chercher. Alors, si on résume, on prend les semences québécoises, on choisit des légumes qu'on n'a jamais cultivés. Moi, j'ai tripé quand j'ai fait mon jardin sur la permaculture avec des betteraves vraiment magnifiques. Pas juste rouges, là, rosées, avec vraiment tout chamoiré à l'intérieur. Il y a des variétés qu'on ne connaît pas et ça vaut vraiment la peine. Et sachez que quand vous allez faire ça, bien, vous allez aussi supporter les abeilles qui travaillent tellement fort. Ce matin aussi, je faisais une portion dans le livre 2 sur les abeilles et leur travail, qui d'ailleurs, aux États-Unis, pollinisent 80%
du territoire américain, c'est les abeilles. Ils ont la vie dure là, avec les nicotinoïdes, on retrouve des abeilles mortes. Et honnêtement, quand on choisit des belles plantes avec plein de fleurs, les abeilles ne font que triper. Calendule, ça fait partie vraiment de ce qu'ils adorent. L'hysope. L'hysope, c'est ma plante fétiche. Je l'aime. Mon entreprise, quand j'ai commencé, ça s'appelait Terre d'hysope. Je l'aime tellement. C'est une plante qui est entre la menthe et qui est dans la famille de la menthe, du basilic, du patchouli. C'est une plante qui est mellifère d'une façon extraordinaire. Bourrache. Trouvez-vous des graines de bourrache, ça vaut vraiment la peine. La bourrache, c'est une plante qui commence à fleurir dès que ses tiges sont terminées, à partir de fin avril, début mai, tout dépendant de la région dans laquelle vous êtes, et se termine au premier gel. La bourrache est une petite feuille, une petite fleur mauve, mais attendez un petit peu. C'est-tu la centaurée ou de la bourrache que j'ai mis dans le livre en commençant? Dans le premier, c'est de la centaurée. Je pensais que j'avais mis de la bourrache. Il doit y avoir sûrement de la bourrache dans le livre, mais donc c'est une plante qui doit avoir 50, 60, 70 fleurs par plant, puis ça n'arrête jamais. Et pour cueillir des graines de bourrache, là, ils ont une patience que moi, je n'ai même pas vraiment. Alors, chaque petite graine de bourrache, elle est précieuse et vous allez être accompagné avec une plante qui vaut vraiment la peine d'être découverte. On peut manger ses feuilles, pas trop, mais quand même en brocoli, un petit peu style comme avec ses... Il y a des alcaloïdes à l'intérieur, donc il faut y aller modérément, il faut les faire cuire, mais on peut s'en servir comme des épinards. On peut mettre la petite fleur de bourrache dans le vin blanc, faire l'apéro le soir, c'est vraiment tripant. Les abeilles ne font que coller dessus. Et vous savez que les abeilles qui sont à l'extérieur de la ruche, ils ont eu comme un upgrade de leur vie. Hein. Il faut vraiment qu'ils passent d'une étape à l'autre. Et ce qu'on voit là, c'est des guerrières, des ouvrières. Ils ont gagné leur droit de sortie pour ramener. Et ils se promènent et ils ont besoin d'amour. Donc, bourrache, on en veut. Des roses, si vous avez un jardin, planter des rosiers sauvages. La petite entreprise que je vous parle font aussi des arbres fruitiers, font des arbustes. Regardez ce que vous pouvez aussi amener. Surtout de choisir, des vivaces le plus possible. Personnellement, moi, c'est ce que j'aime parce que les vivaces, bien, ils sont en dessous de la neige, puis quand la neige s'en va, bien, ils repartent tout seuls. On n'a pas besoin. La mélisse, je ne touche même pas. L'hysope, je ne touche pas. La guimauve, je ne touche pas. Le thym non plus. Donc, c'est vraiment des plantes qui sont faciles et qui ne demandent pas tant de soins que ça. Donc, vivace. Mais la bourrache, c'est ici pour dire que la bourrache se ressème, mais c'est une plante qui est annuelle. Si on était dans le sud, ce ne serait pas le cas, mais c'est ça. La calendule se ressème aussi. Donc, la différence entre une vivace et une annuelle, j'imagine que vous le savez, mais je vais juste le rappeler. Les annuelles, c'est qu'ils ne passent pas au travers l'hiver. Donc, les gels sont vraiment... Normalement, c'est des plantes qui seraient pour les zones 7 et 8, donc vraiment beaucoup plus chaudes, dans la région beaucoup plus chaude. Ceci dit, on a beaucoup de plantes qui ont réussi à passer au travers l'hiver, qui se sont acclimatées ici. C'est pour ça que dans le livre, dans mon deuxième aussi, je parle beaucoup des plantes indigènes. Des plantes qui sont de notre hémisphère, qui ont passé au travers les saisons, qui ont su survivre aux différentes saisons, puis qui ont développé en elles des propriétés médicinales qu'on a besoin nous autres aussi, parce que c'est nos saisons à nous aussi. Donc, c'est pour ça que dans l'Ayurveda, oui, tu sais, j'aime beaucoup cette philosophie-là, mais je parle pas d'huile de sésame, j'aime beaucoup l'huile de tournesol qu'on produit au Québec. Je prends des plantes, ben c'est pas des plantes qui viennent de l'Inde, c'est des plantes qui viennent d'ici, parce qu'on a un patrimoine extraordinaire de plantes indigènes qu'on a besoin de se réapproprier là, au niveau des propriétés. Donc, en résumant, basilic, hysope, de l'ail qui est antibiotique. On a besoin d'ail. Il y a des producteurs d'ail. Il y en a un dans Bellechasse, sur mon rang ici, qui vient de s'ouvrir. Il y a beaucoup de... Ça, pour l'ail, choisissez les bulbes. Choisissez vraiment vos producteurs. On pourrait faire, honnêtement, au Québec, là, on serait des producteurs d'ail extraordinaires qui pourraient enrayer l'ail de la Chine. Je vous en supplie. N'achetons plus d'ail de la Chine. On s'entend? Là, ici, au Québec, on a des beaux producteurs. Puis plus on va le demander, si on n'en fait pas pousser nous-mêmes, plus on va le demander, bien, plus on va en avoir. Et pour cultiver l'ail, prenez un bulbe bio que vous avez en ce moment dans votre cuisine, vous le mettez au congélateur une semaine,
vous ressortez les bulbes, vous coupez en deux, puis vous lui plantez la tête sur la tête comme vers le haut, hein? Comme une goutte, ça va vers le haut. Vous allez avoir quelque chose qui va partir tout de suite, vous allez avoir la fleur d'ail, et quand la fleur d'ail a fait son premier tour, on coupe la fleur d'ail et on la mange. C'est tellement bon! C'est vraiment bon. Et après, on laisse aller tranquillement, puis le bulbe va grossir. Donc, il faut comprendre comment elle fonctionne. C'est quand la fleur qu'on mange est coupée, bien, l'énergie de la plante se retrouve dans les racines. Fait que là, elle va grossir son bulbe. C'est comme ça qu'elle fonctionne. Et la fleur d'ail, c'est, je vais leur dire encore, jouissif comme goût. C'est tellement bon quand c'est frais cueilli. On peut faire du pesto de fleur d'ail, on peut faire plein de belles choses. Donc, l'ail, c'est facile. Pour digérer l'ail, ben en fait, ça recommence, c'est vraiment avec un système digestif. Si on se ramène à l'Ayurveda, puis là, je ne peux pas entrer dans ça aujourd'hui. Mais au centre de l'ail, au centre du bulbe, il y a un petit, quand vous allez, s'il est un petit peu plus vieux, vous allez voir, là, il y a comme une petite tige verte, ça, il faut l'enlever. Mais en même temps, quand on stimule notre digestion, sur plusieurs semaines, on est capable d'optimiser notre digestion et ça devient beaucoup plus facile à digérer. Donc, quand on stimule notre Agni, ça c'est dans l'Ayurveda, j'en parle beaucoup dans le deuxième livre. J'en ai parlé aussi dans le premier livre, quand on parle du feu digestif. Ouais. Donc, on a parlé de l'ail. C'est important, donc, de ne pas encourager. Je ne veux pas dire rien, mais c'est important, pareil, de choisir des semenciers qui sont d'ici, de l'ail qui vient d'ici. Si on avait un support pour partir en plus grande échelle des productions d'ail, quand on commence des petites fermes, on n'a pas nécessairement le support, hein, parce que ça va toujours aux grosses fermes, aux gros producteurs de choses qui c'est déjà connu. Alors, quand on commence une petite ferme, c'est plus difficile. Alors, quand on achète, ben, on vient supporter l'économie locale, on vient supporter la qualité. L'ail, il n'y a pas juste une sorte, là. J'ai mon oncle qui a fermé son entreprise, mais c'était l'ail rose du terroir. Puis il y avait plus que 40 sortes de bulbes d'ail. Donc, c'est vraiment une biodiversité qui est extraordinaire. Alors, bourrache, calendule, l'ail. Si vous avez des petites questions, je suis là encore pour quelques minutes. Sinon, ben, à la fin du live, Marie-Josée va venir mettre le petit lien pour venir chercher les références. Je suis vraiment contente qu'on puisse se connecter puis vraiment reprendre plein contrôle sur la compréhension de ce qu'on a besoin d'avoir pour maintenir une vitalité puis maintenir un corps en équilibre. Et ça se passe vraiment par une tisane, ça se passe vraiment par une tisane fraîche, par les smoothies avec des trucs qui sont dans nos pots, dans nos jardins. La terre, les choix de terre, en fait, on va avoir une terre qui est riche en humus. Une terre qui est riche en humus va garder son humidité puis elle est vraiment très, très nourrissante. Donc, une terre à jardin, je peux choisir une terre, évidemment, si on a une terre bio, c'est bien aussi parce qu'on sait qu'il y a eu moins de produits de synthèse. C'est ça. Et voilà, ça finirait d'un peu. Alors, c'est ça. Merci à tout le monde d'avoir été là aujourd'hui. Je suis contente, ça me touche beaucoup. C'est toujours un privilège de vous parler. Si vous voulez connaître les propriétés médicinales, j'ai dans le livre, entre autres, à la page 174, je vous ai parlé de la calendule. La calendule, c'est un must, là. C'est même pas un peut-être, là. Tu sais, c'est vraiment un petit sachet de calendule, ça vaut la peine. Les abeilles l'adorent. Cette plante-là, elle ouvre le matin puis elle ferme le soir. Et tu quoi de plus cute que ça? C'est vraiment bon. Et quand on fait une tisane à la calendule, on peut s'en servir comme tonique visage après. Donc, ce qui reste, qu'on ne boit pas en tisane, on peut prendre puis faire un beau tonique visage. L'autre chose que j'ai aussi, c'est le basilic sacré. Donc, si vous avez moyen de trouver des graines ou des plants de basilic sacré, c'est un must ça aussi. Ça apaise le système nerveux, ça vient le bercer. C'est le tulsi dans l'Ayurveda, donc c'est vraiment une belle plante. Merci à tout le monde, Louise, MJ, Christine, Françoise. Merci d'avoir été là aussi, je suis contente. Et collectivement, faisons changer la vision d'une communauté qui se tient ensemble pour avoir une qualité de plante puis de nourriture pour être capable de maintenir notre
notre biodiversité, la protection des semences. À la question, y a-t-il différentes sortes de calendula? Calendula, en fait, il y a différentes couleurs, mais ça demeure la calendule, donc c'est le souci. Vous avez les informations dans le livre à la page, je vais vous le redire, attendez un petit peu, ici, à la page 174. Donc, c'est le nom latin, c'est Calendula officinalis. Alors, c'est la variété officinale. Quand vous avez des choix de plantes, choisissez la variété officinalis. Officinalis, ça veut dire officine, donc c'est la variété qui est reconnue dans la tradition herboriste pour avoir des propriétés médicinales. Donc, merci tout le monde, Mireille, Claudine, Micheline, Claudia aussi. Alors, à vos pots et vos semences, je vous embrasse, je vous porte vraiment dans mon cœur. On se porte dans notre cœur aussi, on garde le focus sur ce qui est important pour nous, ce qui est nourrissant, ce qui nous fait du bien. Une petite méditation, une petite respiration, connecter avec ce qui nous fait du bien, réduire les écrans et les réseaux sociaux qui sont en grand nombre pour nous déprimer. On ne veut pas ça. Alors, je vous embrasse très fort. Je vous aime. Merci beaucoup, Julie aussi. À bientôt.